coup d'œil sur le tout King's Abbot. Avant de m'étendre davantage sur ma conversation avec Caroline, je crois opportun d'esquisser à grands traits ce que j'appellerais notre géographie locale. King's Abbot, notre village, ressemble sans doute à beaucoup d'autres. Grantchester, la grande ville la plus proche, se trouve à 12 km. Nous possédons une gare importante, un petit bureau de poste et 2 magasins qui se font concurrence et où l'on trouve à peu près tout ce qu'on veut. Quant à nos passe-temps et distractions favorites, un verbe suffira pour les décrire: cancaner. Seules 2 maisons méritent le nom de domaine à King's Abbot. L'une est King's Paddock, que Mrs. Ferrar tenait de son défunt mari. La seconde, Fernley Park, appartient à Roger Ackroyd. Ackroyd est si parfaitement conforme au type classique du gentilhomme campagnard qu'il en devient invraisemblable. Et c'est bien ce qui m'a toujours intéressé en lui, ce côté plus vrai que nature. Il me rappelle ces opérettes surannées, où des hommes en tenue de sport et à la face vermeille apparaissent immanquablement au début du premier acte. Dans un décor de verdure, ils entonnent presque toujours une chanson où il est question de se rendre à Londres pour s'y amuser. C'est un industriel qui, si je ne me trompe, a tiré une fortune colossale de la fabrication de roues de voiture. Il frise la cinquantaine, arbore un visage rougeaud et des manières affables. Très lié avec le pasteur et, bien qu'on le dise fort près de ses sous, il participe généreusement aux collectes paroissiales. Il patronne les matchs de cricket, les clubs de jeunes gens et les maisons d'accueil pour invalides de guerre. En un mot, il est l'âme de notre paisible village. Il faut savoir qu'à l'âge de 21 ans, Roger Ackroyd était tombé amoureux d'une très jolie femme, de 5 ans son aînée, et l'avait épousée. Mrs. Patton était veuve et avait un fils. Leur union fut brève et douloureuse. Disons-le tout net, Mrs. Ackroyd s'adonnait à la boisson. Il ne lui avait fallu que 4 ans pour en mourir. Les années passèrent, sans que Roger Ackroyd se montrât disposé à tenter une seconde aventure matrimoniale. L'enfant que lui laissait sa femme n'avait que 7 ans à la mort de sa mère. Il en a maintenant 25.
Ackroyd l'a toujours considéré comme son propre fils et l'a élevé comme tel. Mais c'est un enfant terrible et, pour son beau-père, une source continuelle d'inquiétude et de soucis. Malgré cela, tout le monde l'aime, chez nous, Ralph est si beau garçon, et si séduisant. Comme je l'ai déjà signalé, les potins vont bon train au village. Et très vite, chacun put s'apercevoir que Roger Ackroyd et Mrs Ferrars semblaient s'entendre à merveille. Quand elle perdit son mari, leurs liens parurent se resserrer davantage encore. On les voyait toujours ensemble et il était communément admis que, dès la fin de son deuil, Mrs Ferrars deviendrait la nouvelle Mrs Roger Ackroyd. Les Ferrars ne s'étaient installés à King's Abbot qu'un an plus tôt, mais il y avait beau temps que Roger Ackroyd servait de cible au commérage. Pendant l'enfance et l'adolescence de Ralph, d'innombrables gouvernantes s'étaient succédé à Fernley Park, suscitant chacune à son tour la méfiance de Caroline et de son cercle de commère. Et je crois pouvoir affirmer que, depuis 15 ans, au moins, tout King's Abbot s'attendait de pied ferme à voir Ackroyd épouser une de ces dames. La dernière d'entre elles, créature soi-disant redoutable et qui répond au nom de Miss Russell, règne depuis 5 ans sur la demeure. Soit 2 fois plus longtemps déjà que toutes celles qui l'ont précédée. Et l'on s'accorde sur le fait que, sans l'arrivée de Mrs Ferrars, Ackroyd aurait eu bien du mal à échapper à ses filets. Une autre circonstance a joué en sa faveur, l'apparition inattendue d'une belle-sœur veuve pourvue d'une fille, et qui débarquait du Canada. Mrs Cecil Ackroyd, veuve du jeune frère de Roger Ackroyd, le mauvais sujet de la famille, s'était installée à Fernley Park. Et, selon Caroline, avait remis définitivement Miss Russell à sa place. J'ignore ce que put penser Mrs Cecil Ackroyd des liens qui se nouaient entre Mrs Ferrars et son beau-frère. Mais une chose est sûre, il valait beaucoup mieux pour elle qu'il ne se remaria pas. Elle se montrait toujours charmante envers Mrs Ferrars, quand elles se rencontraient, et même particulièrement chaleureuse. Mais Caroline prétend que cela ne prouve rien. Voilà donc à quoi s'occupait King's Abbot, toutes ces dernières années. Et voici qu'une pièce de ce puzzle vient d'être dérangée.
Nous qui discutions déjà de ce mariage plus que probable et de nos présents de noces, nous voilà projetés en pleine tragédie. C'est en pensant à tout cela, et à quelques autres choses encore, que je partis pour ma tournée de visite. La routine habituelle, aucun cas intéressant en vue. Et cela valait sans doute mieux, car mes réflexions me ramenaient sans cesse à la mort mystérieuse de Mrs. Ferrars. Avait-elle mis fin à ses jours? En ce cas, elle avait certainement laissé une lettre pour expliquer ses intentions. À ma connaissance, les femmes résolues à se suicider révèlent volontiers les raisons de leur geste fatal. Elles ont un sens inné du spectacle. Quand l'avais-je vue pour la dernière fois? Il devait y avoir une semaine, au moins. Elle s'était comportée tout à fait normalement, étant donné disons, les circonstances. Tout à coup, la mémoire me revint. Je l'avais aperçue pas plus tard que la veille, sans lui parler toutefois. Elle se promenait avec Ralph Paton, ce qui m'avait surpris. J'ignorais la présence de ce dernier à Kings Abbot. À vrai dire, je le croyais définitivement brouillé avec son beau-père, il ne lui avait pas donné signe de vie depuis près de 6 mois. Mrs. Ferrars et lui avaient fait, bras dessus, bras dessous, une de ces longues promenades propices aux confidences, et elle paraissait fort désireuse de le convaincre. C'est en évoquant cette scène, je crois pouvoir l'affirmer sans me tromper, que j'éprouvais pour la première fois le pressentiment dont j'ai parlé. Rien de bien précis encore, non, mais une sorte de prémonition de ce que nous réservait l'avenir. Ce doux tête-à-tête entre Mrs. Ferrars et Ralph Paton, surpris la veille, me laissait une impression désagréable. J'y pensais toujours, lorsque je me retrouvais face à Roger Ackroyd. Shepard, s'exclama-t-il. Moi qui espérais justement vous rencontrer. C'est terrible, n'est-ce pas? Alors, vous savez déjà? Il acquiesça. Et je pus voir à quel point il accusait le coup. Ses bonnes joues rouges semblaient avoir fondu, sa mine joviale et son teint fleuri n'étaient plus qu'un souvenir. Il déclara d'un ton posé, et vous ne connaissez pas encore le pire. Écoutez, Shepard, il faut que je vous parle. Vous serait-il possible de me raccompagner?
Maintenant, difficilement. Il me reste 3 malades à voir et je dois être chez moi à midi pour ma consultation. Alors, cet après-midi? Non, venez plutôt dîner, ce sera mieux. 7h30, si cela vous convient? Entendu, je dois pouvoir m'arranger. Mais de quoi s'agit-il? Un problème avec Ralph? Ralph, répéta-t-il d'un ton absent. Oh non. Il ne s'agit pas de lui, il est à Londres, ciel, voici la vieille Miss Gannett. Je ne tiens pas à lui parler de cette horrible histoire. À ce soir, Shepard, 7h30. J'approuvai d'un signe de tête et il s'empressa de me quitter, me laissant tout pensif. Ralph, à Londres, en tout cas, il était venu à King's Abbot la veille, dans l'après-midi. Il avait dû rentrer dans la soirée, ou ce matin à la première heure. Pourtant, les propos d'Ackroyd ne laissaient rien supposer de tel. À l'entendre, il ne s'était pas revu depuis des mois. Je n'eus pas le temps de creuser la question plus avant. Miss Gannett fondait sur moi, assoiffée de nouvelles. Pauvre chère Mrs. Ferrars. Une bien pénible affaire, n'est-ce pas? Et tous ces gens qui affirmaient qu'elle se droguait depuis des années. Mais les gens sont si malveillants. Pourtant, c'est triste à dire, il y a souvent une trace de vérité dans les pires calomnies, pas de fumée sans feu. On racontait aussi que Mr. Ackroyd avait découvert le pot aux roses et rompu les fiançailles. Car il y avait eu fiançailles, Miss Gannett en possédait la preuve indubitable. Et moi aussi, naturellement, les médecins ne savent-ils pas tout? Seulement voilà, ils savent aussi se taire. Et de me vriller de son regard perçant, pour tenter de surprendre une éventuelle réaction de ma part. Dieu merci, ma longue intimité avec Caroline a porté ses fruits. J'ai acquis l'art de rester insensible aux approches et de ne pas me compromettre. Puis, je m'éloignai sans lui laisser le temps de se reprendre, l'abandonnant à sa perplexité. Tout songeur, je rentrai chez moi où m'attendaient plusieurs patients. Je croyais avoir expédié le dernier et me préparais à passer quelques minutes dans le jardin avant le déjeuner, quand je m'avisai qu'il me restait une cliente.
Quand elle se leva, j'eus la surprise de reconnaître Miss Russell. Pourquoi cette surprise? Rien ne la motivait, sinon le fait que cette demoiselle bénéficie d'une santé de fer. La gouvernante de Roger Ackroyd est une grande et belle personne. Elle est au regard sévère et à la bouche pincée, d'allure plutôt revêche. Si j'étais femme de chambre ou cuisinière sous ses ordres, je crois que je m'enfuirais à son approche. Bonjour, docteur Shepard, dit Miss Russell. Je vous serai très obligé de bien vouloir jeter un coup d'œil à mon genou. Je m'exécutais mais, je l'avoue, n'en fus pas plus avancé pour autant. Et la description plutôt vague qu'elle me donna de ses douleurs me parut fort peu convaincante. De la part d'une femme moins intègre, j'aurais volontiers supposé qu'il s'agissait d'un prétexte pour me soutirer des informations sur la mort de Mrs. Ferrars. Si le soupçon m'en traversa l'esprit, je dus bien vite reconnaître que j'avais mal jugé ma patiente, en tout cas sur ce point précis. Elle ne fit qu'une brève allusion à cet événement tragique. Toutefois il était clair qu'elle souhaitait s'entretenir avec moi. Eh bien, finit-elle par dire, merci pour ce flacon de liniment, docteur. Bien que je ne croie pas beaucoup à son efficacité. Je n'y croyais pas davantage mais protestais pour la forme. Après tout, le remède ne lui ferait pas de mal, et il faut bien prêcher pour sa paroisse. Miss Russell promena sur ma rangée de flacons un regard désapprobateur et annonça, je me méfie de toutes ces drogues, docteur. Elles peuvent être très dangereuses. Tenez, la cocaïne, par exemple. Là-dessus, tout ce que je peux vous dire. Son usage est très répandu parmi la haute société. Simple curiosité, docteur. Supposons qu'une personne soit devenue l'esclave de la drogue, existe-t-il un traitement? Une telle question exige une réponse détaillée. Je fis à ma patiente un bref exposé qu'elle écouta avec attention, ce qui raviva mes soupçons. Persuadé qu'elle cherchait à me soutirer des informations sur la mort de Mrs. Ferrars, j'ajoutai, prenez le Véronal, par exemple, mais, curieusement, le Véronal ne parut pas l'intéresser, bien au contraire.
Elle orienta la conversation sur certains poisons aussi rares qu'impossibles à déceler et voulut savoir s'il existait bien. Ah, Miss Russell, vous avez lu des romans policiers. Elle en convint sans se faire prier. Le poison, expliquai-je, est l'ingrédient le plus classique du roman policier. Il doit être rarissime, provenir si possible d'Amérique du Sud, et de préférence d'une obscure tribu qui l'utilise pour y tremper ses flèches. Il provoque une mort instantanée que la science occidentale est incapable d'expliquer. C'est à cela que vous pensez? Exactement. Un tel poison existe-t-il vraiment? Je crains que non. À part le curare, naturellement. Je m'étendis longuement sur le curare mais, cette fois encore, Miss Russell parut se désintéresser de la question. Elle me demanda si j'en gardais dans mon armoire à poison, et j'eus le sentiment de baisser dans son estime en répondant par la négative. Puis elle déclara qu'elle devait rentrer et je la reconduisis jusqu'à la porte de mon cabinet. C'est à cet instant précis que le gong annonça le déjeuner. Ainsi, Miss Russell se délectait de romans policiers. Je ne l'aurais jamais cru, et penser à elle sous ce jour m'amuse infiniment. Je la vois très bien sortir de l'office pour réprimander une femme de chambre maladroite, puis y retourner en hâte pour se replonger avec délice dans le mystère de la 7e mort, ou quelque chose d'approchant.